Bonjour à tous, je suis Grégory, je dirige ici Lundi. Si vous avez vu les indices en rentrant, en fait, vous êtes chez nous dans un écosystème entièrement dédié à l'innovation, aux startups et à l'entrepreneuriat. Et on est évidemment ravis de vous avoir ici. J'ai la lourde tâche de porter le seul moment où on ne parlera pas d'oncologie. On va essayer de vous extraire un peu du sujet pendant 30 minutes. Et pour ça, j'ai l'honneur de recevoir Émilie Abel. Et on va s'asseoir tous les deux, si ça te va. Parfait. Bonjour à tous. Je fais ta courte présentation et après, tu connais bien mieux toi-même et ton métier. Donc, Émilie, toi, tu as dirigé l'incubateur HEC. Tu as ensuite dirigé le master exécutif entrepreneuriat de XHEC. Et tu as cofondé depuis 2018 un startup studio qui s'appelle Imagination Machine, qui est assez connu ici sur le territoire, puisque tu l'as cofondé avec Rob Spiro, un Américain débarqué à Nantes. Et vous avez choisi de le faire sur ce territoire. Et on aimerait que tu nous en dises plus. Peut-être que l'idée, c'est aussi de faire le parallèle gentiment entre la mission que porte l'ICO, c'est-à-dire de propulser des projets, les faire émerger plus vite et plus fort, évidemment avec le soutien du territoire et ce que vous faites avec l'ICO ici à Nantes et à Angers. Bienvenue, et puis je vais te laisser parler de toi un peu plus en détail que ce que je viens de dire là. Merci Greg, bonjour à tous. Et peut-être que pour faire ce parallèle, je peux peut-être revenir précisément un petit peu sur mon parcours parce que j'ai vu différentes articulations et peut-être que ça résonnera pour chacun d'entre vous. Effectivement, j'ai dirigé l'incubateur d'HEC qui était un incubateur positionné sur le secteur des services uniquement, donc incubateur du plateau de Saclay. HEC était aussi membre fondateur d'un autre incubateur qui s'appelle Incub-Alliance et qui accompagne des projets beaucoup plus tech, beaucoup plus deep tech, qui était un incubateur cofondé avec toutes les écoles d'ingénieurs du plateau de Saclay. Et j'ai effectivement dirigé aussi le master X HEC Entrepreneur, donc un master qui réunissait et Polytechnique et HEC sur un programme spécifique notamment qui s'appelle Bio-Entrepreneur, qu'on a donc lancé à l'époque avec mon co-directeur et qui était un programme qui travaillait étroitement avec l'Institut Imagine à Paris, l'Institut des maladies génétiques, et avec des projets qui nous étaient apportés par la PHP en particulier. Et donc, on faisait travailler des étudiants qui venaient à la fois d'HEC avec des parcours business, à la fois d'écoles d'ingénieurs avec des écoles de partout en France et des profils un peu différents aussi, donc des universitaires notamment. On les faisait travailler sur des projets qui étaient apportés par ces institutions et on les faisait travailler sur ce qu'on appelait à l'époque des missions création, donc des process de 5 semaines pour passer d'une idée à un projet de start-up. Et dernière expérience, donc la plus récente pour moi, c'est la création d'Imagination Machine. Je suis donc arrivée à Nantes il y a 6 ans. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un Américain qui s'appelle Rob Spiro, qui lui-même était un entrepreneur en Californie. C'est quelqu'un qui avait monté une boîte en 2000, je ne sais plus, mais il a vendu cette boîte-là en 2010 ou 2011 à Google. Donc, il a passé quelques mois chez Google. Son métier, c'est vraiment le product design. C'est vraiment son métier de départ. Donc, il a lancé pas mal de fonctionnalités chez Google, notamment Google Hangout, qui est devenu Google Meet. Et ensuite, il a créé une autre boîte à San Francisco, qui est une boîte de livraison de produits frais en circuit court, qui s'appelle Good Eggs, et qui est une boîte qu'il a menée de 0 à 300 salariés. Et ensuite, il a quitté la boîte a continué à grossir. Aujourd'hui, c'est une boîte qui compte plus de 1500 salariés. Et en fait, lui a vraiment fait la phase de 0 à 1, qui est celle sur laquelle il est le plus à l'aise. Et ensuite, il est venu s'installer à Nantes. Voilà. Sa femme est nantaise, donc il s'est installé à Nantes. Il n'y a pas de voilà. Et c'est à ce moment-là que Rob et moi on s'est rencontrés et qu'on a lancé Imagination Machine.
Donc, sur un modèle de Startup Studio, et peut-être que je peux éclaircir un petit peu ce qu'est un Startup Studio. Notre métier, fondamentalement, c'est de créer des startups. On est une boîte qui crée des boîtes. Avec un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on a une double ambition. L'idée, c'est de créer des entreprises qui ont une réelle ambition d'impact et qui ont une réelle ambition économique. On se positionne sur des opportunités qui sont au croisement de ces deux ambitions-là. Et on va peut-être entrer un peu plus dans le détail ensuite sur comment on fait ça. Mais c'est vraiment le positionnement d'Imagination Machine avec une conviction qui est la nôtre, qui est probablement aussi ancrée dans nos parcours, qui est que c'est en ayant cette ambition dès le départ que réellement on pourra essayer de changer la donne dans le bon sens autant que possible. C'est un peu le postulat d'Imagination Machine. Super, merci. Moi, on se connaît bien et on connaît bien la méthodo Imagination Machine, mais justement, j'aimerais un peu que tu reviennes là-dessus, sur, je ne sais pas si on appelle ça les secret sauce, mais en tout cas, ce qui fait votre particularité. Peut-être que tu peux le faire aussi peut-être avant, en introduction, en réintroduction. Commencer sur peut-être illustrer par certains projets que vous avez déjà accompagnés, et peut-être que ce sera le bon moyen d'illustrer un peu cette sauce secrète. Déjà, peut-être pour situer un petit peu, chez Imagination Machine, donc on s'est créé en 2018. Depuis 2018, on a levé 15 millions d'euros pour lancer au final une quinzaine de boîtes. On a lancé en fait une trentaine d'explorations et ça a donné lieu à une quinzaine de boîtes. Et parmi ces entreprises, il y a quelques-unes que peut-être vous connaissez en tant que utilisateurs, notamment BIM Énergie qui fait du solaire pour les particuliers. Donc vous avez des panneaux BIM que vous trouvez chez Leroy Merlin par exemple. L'idée c'est vraiment de donner accès au solaire aux particuliers. L'idée c'est que vous pouvez repartir avec vos panneaux dans le coffre et pouvoir l'installer vous-même en 30 minutes facilement. On a créé des boîtes comme Smala. Smala c'est une boîte qui c'est une plateforme de vêtements de seconde main pour enfants. On a créé les mini-mondes, des jouets pour enfants et des magazines qui permettent de découvrir le monde pour les enfants entre 2 et 11 ans. On a créé Jo. Jo, c'est des tampons et des serviettes hygiéniques en coton bio sur abonnement. Plus récemment, on a créé des boîtes comme Prolong qui fait de l'entretien et de la réparation de produits textiles. C'est un logiciel qui est destiné aux marques pour leur permettre de proposer ça à leurs clients. On a créé Zest for Life. Zest for Life, certains d'entre vous connaissent peut-être parce que la fondatrice a travaillé avec la Lycéo pendant quelques années. L'idée, c'est d'accompagner les personnes, les salariés notamment, mais les patients dans leur ensemble, sur la façon de bien vivre avec sa maladie chronique, avec sa maladie longue durée, toutes les pathologies lourdes qu'ils peuvent rencontrer, et d'aider aussi les entreprises à bien gérer ça. Voilà, donc des exemples assez différents de boîtes. On a créé une petite quinzaine en tout. Et pardon, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question? La méthode. Ouais, en fait, le point commun de tout ça, je crois, hein, mais tu le diras, c'est votre capacité à identifier et partir foncièrement d'un problème. Tout à fait. Et trouver les gens qui vont avec pour le résoudre, quoi. C'est ça. En fait, notre méthodologie, elle est absolument fondée sur les utilisateurs. En fait, quand on démarre sur un projet chez nous, précisément, on ne démarre absolument pas d'un projet, on ne démarre absolument pas d'un concept. On n'a pas quelqu'un qui vient nous voir en nous disant « j'ai trouvé le Graal, allons-y ». Et nous-mêmes, en fait, parce que je n'ai pas précisé ça, mais notre modèle de Startup Studio est basé sur 2 ressorts. Le premier, c'est nous, on a identifié des opportunités de marché et on va chercher des cofondateurs pour monter ces boîtes-là avec nous. Ou alors, on rencontre des entrepreneurs qui ont déjà commencé à tester des hypothèses et nous, on va se plugger comme cofondateurs assez tôt dans l'aventure. Et donc, juste pour préciser ce point de départ, parce que c'est vraiment important, précisément quand on démarre ces aventures-là, à aucun moment il y a un concept ficelé. Absolument pas. En fait, quand on démarre d'un problème, on démarre de quelque chose d'hyper large. Et je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez
visualiser ce schéma. À un moment donné, par exemple, on s'est posé la question très très largement. En fait, l'alimentation à base de viande, c'est 30 à 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on arrive à avoir un impact, ne serait-ce que d'1% sur ce chiffre-là, et ben en fait, on aura réellement changé quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut créer une solution qui permette de rendre l'alimentation végétarienne plus sexy ? Point de départ, vraiment très très large, vous voyez. Et on a fait énormément d'itérations, mais sans avoir aucune idée préconçue de ce que serait la réponse. La réponse, ça peut être un livre de recettes, ça peut être une chaîne de restauration, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un produit, ça peut être j'en sais rien. Et à vrai dire, on s'en moque. Notre objectif, c'est vraiment de changer quelque chose, de changer la donne. Et donc, on a commencé à faire tout un cycle de ce qu'on appelle la user research chez nous, et c'est on va parler à des utilisateurs potentiels. Donc là, on est allé voir des dizaines, des centaines de personnes et on est allé essayer de comprendre le rapport qu'ils avaient à leur alimentation. Leurs habitudes culturelles, leur façon de penser au quotidien, leur façon de consommer. Et donc, voilà, on est allé vraiment, on est allé chercher des copains, des gens qu'on ne connaissait pas, et on est allé parler à tous ces gens-là, on est allé passer du temps avec eux dans leur cuisine pour comprendre c'est quoi les usages au moment où on passe à table, à quoi est-ce qu'on est sensible, est-ce que y a des gens qui vont vous expliquer que en fait c'est très important pour eux d'être assis à table et de passer un moment avec leur famille, et en fait ça c'est plus important que ce qu'il y a dans l'assiette. Il y a des gens qui vont être très attentifs aux consistances. Et en fait, on arrive à faire comme ça une espèce de mosaïque de verbatim. Quand on est dans ces phases-là chez Imagination Machine, on est dans une écoute absolue. On a absolument aucun concept, on n'a pas une proposition de valeur en tête. On est uniquement en train d'essayer de capter, de comprendre et d'écouter. On n'est absolument pas analytique. On essaie de capter tout ce qu'on peut et on va voir se dessiner des grosses patates, entre guillemets. Il y a des choses qu'on va pouvoir regrouper ensemble. Et puis, il y a des petits éléments qui vont être un peu saillants. Et là-dessus, on va commencer à se poser des questions. Et petit à petit, on va commencer à élaborer peut-être une quinzaine de propositions de valeur différentes. Et vraiment, ça peut être très, très éclectique. Et ça peut être aussi des reprises de choses qu'on a observées sur le marché. Donc, des solutions qui existent déjà. On les met dans le panel de nos propositions de valeur et on fait tester ça à des gens. Et on essaye d'avoir des feedbacks sur ces propositions-là. Qu'est-ce que les gens retiennent de ces propositions ? Et on va capter de cette manière-là 3-4 éléments par proposition de valeur qui ont capté l'attention de ces gens-là. Et on va, à partir de ça, reficeler d'autres propositions de valeur et à nouveau les faire tester. On passe notre temps à faire du test avec des utilisateurs potentiels. Et petit à petit, on va voir le nombre de propositions de valeur qui va se restreindre. Et c'est comme ça que progressivement, on arrive à créer des propositions de valeur qui collent au plus près des attentes de des utilisateurs dans l'ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette analyse, elle est absolument pas quantitative. Ce serait, à nos yeux, et en tout cas avec le process qui est le nôtre, ce serait illusoire de vouloir avoir une approche statistique parce que en réalité, c'est impossible pour nous d'avoir une approche statistique sur l'alimentation végétarienne. Donc, notre objectif, c'est d'aller chercher vraiment des feedbacks qualitatifs, d'avoir des vrais entretiens d'1 heure avec des gens pour vraiment comprendre en profondeur la façon dont ils pensent le sujet. Et c'est comme ça que, alors je vous donne la fin de l'histoire sur le projet de l'alimentation végétarienne, mais sur l'alimentation végétarienne, petit à petit, on est allé, on s'est rendu compte que c'est avoir des produits végétariens, c'est quelque chose qui est un impératif absolu pour toutes les enseignes de GMS, etc. Mais ça reste encore un nice to have pour les consommateurs en vrai. La consommation de viande en France, elle continue à augmenter. Et donc en réalité, petit à petit, avec toutes les recherches qu'on a fait, on s'est rendu compte que là où il y avait probablement une vraie opportunité de marché, c'est sur l'alimentation flexitarienne. En fait, il y a un vrai problème d'usage. C'est comment est-ce qu'on gère
l'alimentation dans une famille avec des gens qui mangent de la viande et des gens qui n'en mangent pas. Et comment est-ce qu'on fait pour encourager les gens qui n'en mangent pas? Et ben en fait, il faudrait pouvoir avoir une proposition flex. Et bon, il se trouve qu'on n'a pas monté ce projet-là parce que l'entrepreneuse avec qui on l'a monté était une végétarienne convaincue et qu'elle ne se voyait pas monter un produit où il fallait composer avec de la viande. Et pour nous, c'est absolument évident qu'on ne veut pas monter ce projet seul et que c'était hyper important d'être aligné avec nos cofondateurs sur le sujet. Donc on a mis ce projet de côté. Bon, donc voilà, je vous explique un peu vraiment un process. On est sur de l'exploration et uniquement sur de l'exploration. Ce qui est frappant parfois, c'est la manière dont aussi vous déconstruisez les intuitions. Parce qu'en fait, en général, on a nous-mêmes des intuitions. Un entrepreneur qui vient a aussi des intuitions. Et je crois qu'il y a quand même une grosse partie de votre job et de la méthodologie, c'est de s'assurer que jamais on ne parte sur de l'intuition. Oui. Et qu'on aille suffisamment en profondeur sur la découverte du problème. Voilà. Et c'est vrai que ni Émilie ni moi ne sommes des scientifiques, donc pardon si je fais des abus de langage, mais l'exploration et l'expérimentation fait vachement partie de votre process. C'est pas de la science, on est d'accord, mais je pense que j'ai l'impression que c'est un point saillant dans la manière de faire pour vous aujourd'hui. Et ça suppose même un prérequis avant de passer à l'expérimentation, qui est que nous, on place dans le recrutement de nos entrepreneurs. Ouais. Dans le recrutement de nos entrepreneurs, précisément, on est hyper attentif à ne démarrer qu'avec des personnes qui n'ont pas une conviction chevillée au corps ou déjà précisément un concept. Pourquoi ? Parce que dans notre process, il est impératif de pouvoir tout mettre à la poubelle. Parce que nous ne sommes pas les clients des solutions qu'on construit et qu'on passe notre temps au début à déconstruire tout ce qu'on pense. Donc précisément, il faut pouvoir ne pas s'attacher à son projet, ne pas mettre d'ego dans son projet pour pouvoir en fait le mettre de côté. Et donc dans notre recrutement, ça c'est quelque chose sur lequel on est hyper sensible et on essaie dans les valeurs qu'on cherche chez nos entrepreneurs, il y a une valeur très importante qui est l'humilité, parce qu'avec l'humilité, il y a la capacité d'écoute et d'écoute réelle de ce que disent les utilisateurs. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Et concrètement, enfin, je ne sais pas s'il y a une recette ou un playbook unique, mais qu'est-ce qui, selon toi, là on a croisé des projets passionnants aujourd'hui, même si évidemment sur l'oncologie, il y a une complexité et une intensité des projets qui est un peu particulière évidemment. Mais qu'est-ce qui doit faire, c'est quoi les prérequis et qu'est-ce qui va faire le succès d'un projet? Est-ce que vous êtes capable de l'identifier, de le mesurer? Alors évidemment, on a dit un bon problème bien identifié, des bons fondateurs, cofondateurs. Est-ce qu'il y a une surcouche? Est-ce qu'il y a une sous-couche? Quelque chose qu'il faut aller creuser encore? Oui, alors, enfin, j'ai pas la prétention de donner les recettes, Ouais, parce qu'en vrai, c'est une question piège. C'est probablement aussi très lié à la nature des projets. Mais ce que moi, je peux vous livrer de mon expérience à moi chez Imagination Machine, c'est que ce qu'on voit de nos boîtes qui performent le plus, le mieux aujourd'hui, ce sont les boîtes qui ont gardé ce contact avec le terrain encore aujourd'hui. Pour des boîtes qui sont créées depuis 5 ou 6 ans, ce sont des boîtes qui continuent à parler avec 10 clients par semaine et qui ont cette approche hyper connectée, parce que ça leur permet encore une fois, de coller toujours au plus proche des attentes de leurs utilisateurs. C'est vraiment fondamental. C'est ce qui fait que ça leur permet de ne pas être déconnectés et pas à un moment donné lâcher le cœur de la proposition de valeur. Je fais le parallèle avec l'intro de Loïc tout à l'heure. L'implication du médecin dans le processus d'accompagnement des startups et des projets d'innovation en oncologie, elle est assez fondamentale parce que c'est le contact avec le terrain aussi, sans faire de parallèle exagéré, mais il y a une importance dans ça. Et peut-être pour soutenir aussi, moi, ce que je connais bien aussi de votre process, c'est
de ne pas laisser les entrepreneurs seuls. Et là, le parallèle que je vois avec ICO, évidemment, c'est la capacité d'accompagnement, à la fois sur la capacité à fournir de l'expertise, de la data, etc., mais aussi à s'assurer que les entrepreneurs se reconnectent avec les problématiques du terrain, avec la capacité à expérimenter avec ceux qui sont en contact, évidemment, des patients et dans le corps médical. Et peut-être tu peux revenir là-dessus sur le rôle d'un studio dans cet accompagnement, peut-être cette espèce de team que vous faites corps autour de l'entrepreneur, quoi. Complètement. En fait, on est la première équipe de nos entrepreneurs, opérationnels et stratégiques. On se positionne, nous, chez Imagination Machine, vraiment comme des cofondateurs. Donc on a à la fois un cofondateur, qu'est-ce qu'il est ? En fait, il met tout son temps et toute son énergie dans un projet. Et donc voilà, au quotidien, il est là et au quotidien, il fait. Et en même temps, le cofondateur, c'est aussi celui qui joue le rôle de sparring partner, ce qui fait que, pardon, je mets beaucoup d'anglicisme dans mon vocabulaire. Du coup, vous avez compris que je travaille avec un Américain toute la journée, et a fortiori dans le monde des startups, qui est un monde où les anglicismes sont courants. Donc, pardon pour ça. Mais donc, on passe notre temps à être très, très opérationnel, très impliqué au quotidien dans les boîtes, et en même temps à avoir ce rôle de recul stratégique. Comment ? Pardon. Et en même temps avoir ce rôle de recul stratégique, où l'idée c'est que on va penser la boîte. En fait, on va être obsédé par la boîte autant que nos cofondateurs. On y pense en mangeant, en se douchant, en dormant. On passe notre temps à ça. On est vraiment impliqué à 2000%, et on passe notre temps à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Et pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai démarré chez Imagination Machine, je pense que j'ai mis des quantités astronomiques de flyers dans les boîtes aux lettres pour faire démarrer vite mon marché, qui était une de nos premières boîtes. J'ai fait du repassage, j'ai y été plusieurs fois, qui est devenu Smala ensuite, pour comprendre le process, le process logistique, comment ça marche, le parcours du vêtement dans la boîte. Et en fait, c'est hyper important pour comprendre ensuite ce qu'est le métier, ce qu'est le métier de la boîte. Notre métier, il faut comprendre vraiment bien ça, notre métier de Startup Studio, c'est de bien poser la question de départ pour savoir comment, ce que sera le métier qu'on conçoit avec cette boîte, et pour ensuite construire l'entreprise en fonction de ce métier. Et donc ensuite, on va aller recruter les bonnes personnes pour faire ce métier-là à notre place. Et petit à petit, nous, on a un rôle qui est très opérationnel pendant les 12 à 18 premiers mois de la boîte. Et ensuite, on va avoir beaucoup plus un rôle de membre du board, donc avec une posture plus stratégique, mais avec une capacité à redescendre sur les sujets opérationnels dès qu'il y a un besoin, parce que ces métiers-là sont des métiers qu'on a fait, qu'on a développé, qu'on a créé. Et donc, pour vous donner un exemple, un jour, on a eu un problème avec un CTO sur une de nos boîtes. En fait, notre équipe de dev est allée passer 2 mois dans cette boîte-là, qui pourtant a été créée depuis 4 ans, pour jouer ce rôle au sein de l'entreprise, ce qui était facile parce que le site, c'est eux qui l'ont créé. Donc, en fait, on peut se plugger de manière très immédiate dès qu'il y a un besoin. En fait, on joue vraiment ce rôle de cofondateur à tous les points de vue. On passe notre temps à être dedans. Et c'est vraiment ce qui distingue un startup studio d'une autre forme d'accompagnement. C'est qu'on n'est ni un investisseur, ni une structure d'accompagnement. On n'est pas à côté, on n'est pas uniquement des financiers, parce qu'on finance aussi les projets, je ne sais pas si ça va de soi, mais en tout cas, c'est important de le mentionner. On finance la phase d'exploration, donc les entrepreneurs qui démarrent avec nous, on leur paye une prestation, tout simplement, pour qu'ils soient à 100% à phosphorer et à chercher avec nous. Et ensuite, quand on crée la boîte, on va mettre une enveloppe de budget dans l'entreprise pour démarrer. Donc, on va mettre les premières centaines de milliers d'euros pour démarrer. Super. Il y en a encore quelques minutes, mais je ne sais pas si au vol, vous avez une question. J'ai encore des questions, mais... Pardon. Je rebondis justement sur votre dernier point. Je voulais connaître votre business model, en fait. Parce que vous dites que vous financez finalement un entrepreneur qui vient avec une idée, potentiellement. Donc déjà, ce n'est pas très intuitif, on va dire. Et en plus, vous mettez au capital, mais vous ne prenez pas au capital par rapport à l'expertise que vous apportez. Donc, alors, je vous explique. En fait, notre business model à nous est un business model de fonds d'investissement.
C'est-à-dire qu'on a levé des fonds et ensuite on les dépense en investissement financier dans les boîtes et en investissement opérationnel. Donc on est une équipe de 7 personnes avec des développeurs, quelqu'un sur les sujets communication, marketing et marque. On a quelqu'un sur la user research, donc vraiment notre fondement méthodologique. Enfin bref, on a un peu tous les métiers, on a du recrutement, etc. Donc ça, c'est vraiment notre équipe opérationnelle. Et en plus de ça, on investit sur les projets. Donc concrètement, effectivement, un entrepreneur qui démarre chez nous, on va... à partir du moment où on décide de démarrer une exploration, on va réserver une poche pour ce projet-là. Et donc, on va débloquer petit à petit. Donc, on va commencer par mettre quelques dizaines de milliers d'euros sur l'exploration et avec un objectif qui est de se dire est-ce qu'on a suffisamment de micro-signaux pour réellement créer la boîte, pour se dire que c'est une évidence et qu'il faut y aller. Si c'est le cas, on va créer la structure juridique et à ce moment-là, on va investir dans l'entreprise et on va prendre une part de la boîte. Donc, grosso modo, notre schéma, c'est de démarrer avec 2 cofondateurs et on va investir donc autour de, nous, notre modèle, mais après c'est différent dans différents secteurs. Mais notre modèle à nous, c'est qu'on va investir grosso modo 600 000 euros ou un peu plus ou un peu moins, et on va prendre 25% de l'entreprise. Et donc nos cofondateurs, ils ont 75% grosso modo, et avec un peu moins si jamais on fait rentrer 1 ou 2 business angels qui vont aussi apporter des perspectives de développement commercial pour l'entreprise. Bref, voilà, le montage, c'est à peu près celui-là, et on a une capacité de réinvestissement un peu plus tard aussi. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir vraiment financer le développement de la boîte et avec un retour sur investissement qui, comme un fonds d'investissement, est plutôt sur des horizons à 7 ans ou un peu plus. Oui. Jusque dans la continuité de cette question, en fait, donc, quand vous détectez les entreprises, au tout début de la preuve de concept, quel est votre ratio de succès? Combien vont se développer, sachant que par exemple un fonds d'investissement, s'il investit sur 8 à 10 projets, il y en a un vraiment ou 2 qui rapporteront au maximum. Qu'est-ce que c'est votre ratio? Alors, c'est difficile à dire parce que le Startup Studio est créé depuis 6 ans. Donc c'est encore un peu court comme période, mais déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'on a donc lancé une trentaine d'explorations. Aujourd'hui, on a 12 boîtes créées et 4 qui sont encore en exploration. Et en fait, on a fait ça en 2 promotions chez Imagination Machine. Donc on a commencé par lever des fonds en 2018 et sur une période opérationnelle qui couvrait jusqu'à 2022. Donc sur les 5 premières années, on a créé 9 sociétés. Et sur ces 9 sociétés, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui surperformeront. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut attendre. Et on a relevé des fonds en 2022 pour créer 6-7 entreprises. Donc là, pour l'instant, on en a 3 qui sont réellement créées et on en a 4 autres qui sont sur des rails. Et pour le coup, là, c'est vraiment trop tôt pour savoir ce que ça donnera. On verra bien. Est-ce que c'est les VC qui vous financent et qui vous utilisent comme un peu une veille stratégique en fait? Alors non, on n'a pas de fonds d'investissement chez nous. Les investisseurs d'Imagination Machine sont des industriels, des entrepreneurs, des institutionnels. Donc on a, pour vous donner un exemple, les premiers soutiens d'Imagination Machine ont été des boîtes comme Armor, comme le groupe SETI, IDEA, Dubreuil, le groupe Veram, voilà, donc des industriels et des entrepreneurs. Donc on a quelques entrepreneurs de la région qui nous ont beaucoup soutenus. On a élargi au moment de notre levée de fonds, notre deuxième levée de fonds. Donc on a des entrepreneurs un peu partout en France et on a aussi le fonds French Tech Accélération de la BPI, donc qui est vraiment dédié au Startup Studio. Oui. Alors on a un principe, et puis après on est des entrepreneurs, donc on le fait évoluer. Mais grosso modo, quand on démarre une exploration, on part sur 3 mois. En se disant, voilà, notre objectif, c'est de générer du signal faible. Est-ce qu'on a des indices qui nous permettent de penser qu'on est sur la bonne voie? Et cette période de 3 mois, on va la renouveler 1 fois ou 2 fois, avec l'idée aussi de se dire qu'au bout de 9 mois ou 12 mois, si une boîte n'est pas créée, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit il y a un problème de marché, soit il y a un problème d'équipe, soit il y a un problème d'alignement des planètes qui fait qu'en fait, c'est pas maintenant qu'il faut créer ce truc-là. Bref, on essaye d'être un peu
agile sur le lancement ou pas. Pour le coup, on a une culture qui est assez anglo-saxonne là-dessus, fail fast, quoi. Si on doit se planter, on ne va pas laisser traîner quelque chose pendant 2 mois, pendant 2 ou 3 ans plutôt. C'est pas quelque chose de moyen pendant 2 ou 3 ans, c'est pas notre posture. Notre thèse d'investissement, c'est vraiment de créer des boîtes qui vont connaître un développement économique très fort. Super. Allez, 38 secondes pour conclure. Vous mentionnez la position d'entrepreneur idéaliste. C'est ça qui apparaît sur votre site web. Ça veut dire quoi d'être idéaliste quand on entreprend? Question piège, tu n'avais pas préparé celle-là. Chez Imagination Machine, les entrepreneurs avec qui on bosse et nous, on est tous motivés par l'idée de changer la donne dans le bon sens, avec humilité, parce qu'on sait que voilà, on pourra pas changer le monde, mais en tout cas, on veut mettre notre pierre à l'édifice pour changer les choses, et avec la conviction que l'entrepreneuriat est un bon moyen pour le faire. Il y a sans doute des tas de bons moyens pour changer les choses. On peut être dans le monde médiatique, on peut être dans le monde politique, on peut être dans le monde économique, on peut être dans le monde associatif. Mais nous, ce qu'on sait faire, c'est l'entrepreneuriat. Et on se dit que c'est un bon moyen d'être dans l'action et d'utiliser nos cerveaux pour ça. Top. Merci Émilie, beaucoup. Merci.